Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Appel à la mobilisation des jeunes lancé par le gouvernement burkinabé pour lutter contre l'insécurité. La 8e édition du Forum national des jeunes s'est tenue du 7 au 9 octobre sous le thème « Réconciliation nationale au Burkina Faso, rôle et place de la jeunesse ». L'Ouganda ambitionne d'améliorer les soins en faveur des populations vulnérables. Un nouveau projet quinquennal de 10 millions de dollars a été lancé pour garantir un meilleur système de santé maternelle, infantile et adolescente. Et l'Afrique s'inspire de la Chine en matière de reboisement pour enrayer la désertification, un phénomène qui pourrait faire perdre au continent les 2/3 de ses terres arables d'ici 2030 si rien n'est fait à temps. Mais tout d'abord, au Burkina Faso, à peine ouvert, le procès des auteurs présumés de l'assassinat de Thomas Sankara a été renvoyé au 25 octobre sur demande des avocats de la défense pour étudier les 20 000 pièces du dossier. Rappelons que le procès de l'assassinat du président et père de la révolution burkinabé tué par un commando en 1987 avec 12 de ses compagnons s'est ouvert ce lundi 11 octobre à Ouagadougou en présence de 12 des 14 accusés. L'ancien président Blaise Compaoré et ex-ami de Thomas Sankara, qui fait partie des accusés, est actuellement en exil en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, il est à noter que l'autorisation de filmer le procès n'a pas été accordée par la justice burkinabé malgré la dimension historique de ce procès. Le gouvernement burkinabé mise notamment sur la jeunesse qui constitue plus de 70% de la population pour lutter contre l'insécurité. C'est dans ce contexte que la 8e édition du Forum national des jeunes s'est tenue du 7 au 9 octobre sous le thème « Réconciliation nationale au Burkina Faso, rôle et place de la jeunesse ». Plus de détails avec Joël Balou. Depuis 2015, le Burkina Faso connaît une dégradation continue du contexte sécuritaire et fait face à une recrudescence des attaques terroristes. À la date du 31 août 2021, la prison de haute sécurité du pays comptait 978 détenus, dont 900 pour des faits de terrorisme. Conscient de cette situation, le gouvernement burkinabé lance un appel aux jeunes à une contribution commune dans la lutte contre l'insécurité, à la promotion de la paix et à la consolidation du vivre ensemble. C'est vrai qu'il y a des problèmes d'insécurité. C'est vrai qu'il y a des combats qui se mènent. Nous savons que les situations sont difficiles, mais je veux qu'en tant que jeunesse, vous portiez toujours l'espérance de votre pays, le patriotisme de votre pays, et que vous sachiez qu'il n'y a aucun sacrifice inutile pour la survie de votre pays. Notre responsabilité, c'est de nous battre contre le terrorisme jusqu'à la victoire finale. Afin de matérialiser la volonté politique des autorités locales de faire de la jeunesse le fer de lance du développement, le président Christian Kaboré est allé à la rencontre des jeunes. Son objectif, prendre personnellement acte de leurs propositions et voir dans quelle mesure les accompagner dans leur réalisation pour établir un nouveau pacte social ayant pour finalité construire une paix durable. La jeunesse burkinabé de plus en plus aujourd'hui est à la croisée des chemins, attirée aussi bien par l'immigration et également par la radicalisation. Donc une telle rencontre va permettre à l'exécutif burkinabé d'avoir un langage franc dans le cadre d'un discours direct et en prenant en compte les aspirations de cette jeunesse qui a été l'un des facteurs les plus déterminants pour sa prise de pouvoir en 2015. Donc il est donc important pour le président Rochmark Christian Kaboré de pouvoir alors récupérer cette membre de la population qui constitue près de 70% de la population burkinabé. Soulignons que ces échanges, qui donnent l'opportunité d'aborder la participation des jeunes au développement national, s'inscrivent dans le cadre du 8e Forum national des jeunes sous le thème « Réconciliation nationale au Burkina Faso, rôle et place de la jeunesse ». Un appel à la mobilisation jeune sur l'instabilité sociale qui a poussé plus de 1,4 million de personnes au déplacement interne, dont 53% sont en âge d'aller à l'école. Également dans l'actualité, au Soudan, le processus de transition politique instauré depuis 2019 après la chute du président Omar el-Béchir traverse une grave crise. Le président du Conseil souverain, le général Abdel Fattah al-Burhan, a exigé ce lundi 11 octobre la dissolution du gouvernement. Et ce, 3 semaines après la tentative déjouée du coup d'État du 21 septembre. En principe, seul le Premier ministre
Abdallah Hamdok peut prendre une telle décision, mais cette déclaration illustre le climat de tension qui règne actuellement au Soudan, alors que le ton monte chaque jour entre les civils et les militaires qui se partagent le pouvoir. Le torchon brûle entre l'Algérie et la France depuis quelques semaines. Les propos critiques du président français Emmanuel Macron ont entraîné le rappel le 2 octobre de l'ambassadeur d'Algérie en France. L'Algérie consent à présent à un éventuel retour de son ambassadeur en France, mais sous condition. Les explications de Aïssatou Bari. Le climat est toujours très tendu entre Paris et Alger. Dimanche 10 octobre, le président algérien Abdelmajid Tebboune a, dans une interview accordée aux médias algériens, exigé de la France un respect total de l'État algérien en vue d'un éventuel retour de l'ambassadeur d'Algérie en France, rappelé dans la foulée après les propos tenus par le président Emmanuel Macron. L'État est debout avec tous ses piliers, avec sa puissance, la puissance de son armée et son vaillant peuple. La France doit oublier que l'Algérie a été un jour une colonie française. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. L'histoire ne doit pas être falsifiée. Pour le moment, aucun signe d'apaisement n'est observé dans les deux camps. D'autres points ont également fait l'objet de discordes, notamment sur le nombre d'Algériens visés par une procédure d'expulsion du territoire français qui, selon la France, est de 7 000. Un chiffre que le président Tebboune qualifie de mensonge en indiquant que seules 94 personnes sont portées à sa connaissance. Le silence du président Tebboune à la suite de l'avant-dernière déclaration du président Macron sur l'Algérie commençait à devenir pesant. Donc le président Tebboune, en parlant hier, a rattrapé ce retard et a coupé court à toutes ces supputations. Sa déclaration va dans le sens contraire de l'apaisement souhaité par le président Macron dans sa deuxième intervention sur France Inter. Nous savons en France depuis longtemps que les campagnes préélectorales sont propices aux manipulations des chiffres et des statistiques. Cela ne va pas dans le sens de la réconciliation qui était l'objectif principal affiché par Macron quand il a commandé le rapport Stora. Et je pense que la leçon à tirer, c'est que l'Algérie rappelle qu'elle reste très très stricte sur tout ce qui concerne sa souveraineté. Et le président algérien a précisé que les relations peuvent redevenir normales à condition que l'État algérien soit respecté au présent et concernant son passé. Emmanuel Macron a déclenché la colère d'Alger après des propos rapportés samedi 2 octobre par le journal français Le Monde, accusant le système politico-militaire algérien d'entretenir une rente mémorielle en servant à son peuple une histoire officielle qui ne s'appuie pas sur des vérités. À la suite de ces propos, une série de décisions ont été prises, notamment l'interdiction aux avions militaires français participant à l'opération Barkhane au Mali de survoler l'espace aérien algérien. L'Angola ambitionne de sortir de l'économie informelle qui garantit la subsistance aux 3/4 de la population. Pour y parvenir, un accord de financement a été signé le 8 octobre avec le programme des Nations Unies pour le développement, un accord de 3 millions de dollars pour assurer la transition du pays vers une économie formelle. Un sujet de Mildred Diamou. L'Angola poursuit son plan de transition inclusive de l'économie informelle vers l'économie formelle. Le pays a signé le 8 octobre 2021 un accord de financement de 3 millions de dollars avec le programme des Nations Unies pour le développement pour accompagner sa sortie de l'économie informelle. Il faudra saluer cette décision qui consiste à sortir de l'informel en Angola, qui est un grand pays d'Afrique, grand producteur, l'un des plus grands producteurs d'hydrocarbures au monde. Depuis l'arrivée du président João Lourenço au pouvoir, on voit que les choses commencent à s'améliorer. Donc il faudra justement appuyer justement ce programme des Nations Unies pour sortir de l'informel et puis essayer de donner de la visibilité justement à ce secteur en ouvrant des comptes à ces entrepreneurs de l'informel et puis en leur accordant des prêts considérables, des prêts qui sont non négligeables pour qu'ils aient par exemple une visibilité au niveau de l'économie nationale.
En Angola, l'économie informelle garantit la subsistance d'environ 76% de la population et contribue à hauteur d'environ 60% au produit intérieur brut, soit 64 milliards de dollars annuellement. Selon le ministère de l'économie et de la planification, le secteur représente 72,6% des acteurs économiques. L'activité informelle en Angola inclut les secteurs de l'industrie, du commerce, de la pêche, de l'agriculture et des services. Ces entrepreneurs de l'informel feront des rentrées d'argent justement dans les caisses de l'État avec des taxes qui sont convenables, qui pourront apporter une plus-value dans l'économie de l'Angola. L'Angola, disons-le clairement, est un pays où les prix sont très en dessus du niveau des habitants. La nourriture, que ce soit dans l'alimentaire ou bien dans l'habitation, c'est parmi les pays les plus chers. Acheter quelque chose dans la capitale angolaise, c'est réellement, il faudra être millionnaire, alors que tous les Angolais ont droit à avoir un toit au-dessus de leur tête et puis l'Angola en a les capacités économiques si l'économie est bien gérée, bien entendu. Ce projet intervient dans le cadre du programme de reconversion de l'économie informelle pour générer plus de travail décent pour les Angolais. En 2021, les autorités comptent formaliser 100 000 opérateurs informels, dont 2 000 petites entreprises et coopératives. Notons que ce programme de l'Angola a jusqu'à présent permis la mise en œuvre de 99% de la ligne de financement de l'aide économique. 10 millions de dollars, c'est la somme que compte investir l'Ouganda dans son nouveau projet quinquennal pour améliorer le système sanitaire du pays. Une initiative qui concerne les services de santé maternelle, infantile et adolescente et qui permettrait de renforcer le système éducatif sur les droits sexuels et reproductifs pour mieux encadrer les jeunes filles. Plus de détails avec Mildred Diamou. L'Ouganda veut renforcer son système sanitaire. Le pays a lancé un projet de 5 ans visant à améliorer les services de santé maternelle, infantile et adolescente. Financé à hauteur de 10 millions de dollars, ce nouveau programme a pour but de renforcer le système d'information sanitaire, d'améliorer les infrastructures et les équipements médicaux pour la santé maternelle et infantile et de sensibiliser les adolescents et enseignants sur les droits sexuels et reproductifs. Alors que nous travaillons sans relâche pour atteindre les femmes et les enfants, nous nous engageons également à travers ce projet à atteindre les adolescents scolarisés et non scolarisés, principalement par le biais du système éducatif pour répondre à leurs besoins en matière de santé sexuelle et reproductive. Ces efforts devraient soutenir le gouvernement ougandais pour mettre fin aux décès évitables de mères, de nouveau-nés, d'enfants et d'adolescents. Le taux de mortalité maternelle et infantile en Ouganda est l'un des plus élevés au monde. Selon les données officielles, une femme sur 49 décède des suites de complications liées à l'accouchement, tandis que 28 nouveau-nés décèdent sur 1000 naissances. Cette situation observée particulièrement dans les zones rurales est attribuée au manque de soins de santé de qualité et aux insuffisances du système éducatif. L'initiative du gouvernement ougandais est appréciable, au mieux estimable et chiffrable dans la mesure où elle a 3 objectifs. Le premier, c'est améliorer la qualité des soins et les prestations en direction des populations les plus vulnérables, notamment les mamans, les enfants et les adolescents. Le deuxième objectif, c'est investir plus intelligemment, plus équitablement face aux nouveaux besoins, aux nouveaux défis de santé publique. Et enfin, le troisième objectif, c'est d'anticiper, d'harmoniser, d'innover dans les réglementations sanitaires, dans la disponibilité des produits de santé, notamment les vaccins, les diagnostics, les médicaments, les plateaux techniques, mais aussi pouvoir trouver des solutions numériques dans la lutte contre les inégalités sanitaires structurelles. Le projet sera mis en œuvre dans les districts de Bugiri, Buyende, Iganga, Kamuli et Mayugé, conjointement avec l'Agence coréenne de coopération internationale et l'Organisation mondiale de la santé. Le constat est alarmant. L'Afrique pourrait perdre les 2/3 de ses terres arables d'ici 2030 si la progression de la désertification n'est pas arrêtée à temps. Pour enrayer ce phénomène, le continent compte s'inspirer de l'expérience de la Chine en matière de reboisement et ainsi freiner l'expansion alarmante du désert du Sahara. Les explications de Roberto Bogbe.
Comment restaurer les terres dégradées? Quelles pratiques agricoles pour arrêter l'érosion et rendre les sols à nouveau fertiles? Comment mieux gérer l'eau? Tels sont les thèmes qui ont sous-tendu la COP de 2017 organisée à Ordos en Chine. Des problématiques prégnantes dans ce pays aux milliards d'habitants qui a pu faire de remarquables progrès pour en sortir. Un contexte chinois dont les difficultés s'apparentent à celles de l'Afrique qui veut donc s'en inspirer. Les actions que les Chinois ont menées indiquent quand même des statistiques assez spectaculaires qui nous amènent à réfléchir sur cet exemple, sur ce modèle chinois. Beaucoup d'initiatives sont mises en place. Je peux citer ce qui a été fait initialement dans le cadre de l'engagement des États à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, à travers les plans d'action nationale de lutte contre la désertification qui ont permis à certains pays de développer un certain nombre d'actions qui leur permettent aujourd'hui d'avoir des résultats encourageants, mais le constat est que cela est toujours insuffisant. Des préalables doivent cependant être observés pour espérer faire fleurir ce modèle. Les statistiques spectaculaires de la Chine sont en réalité conditionnées par des engagements de l'État à considérer ce problème comme une contrainte majeure assortie d'un cadre légal fort et l'implication effective des populations. Si la Chine, à travers cet engagement politique, a pu produire des résultats assez remarquables, moi je pense personnellement que son modèle mérite d'être adopté et mérite aussi d'être intégré dans ce que nous avons identifié comme stratégie d'intervention en Afrique, tenant compte de nos spécificités écologiques, de notre environnement en Afrique. On peut parvenir à contribuer à l'inversion des tendances, à la dégradation des terres et générer des ressources importantes pour notre continent. L'Afrique s'est organisée à travers une initiative africaine pour contribuer à 100 millions d'hectares pour restaurer les paysages et les terres dégradées d'ici 2030. Une cadence qui pourrait être accélérée si les stratégies utilisées ici sont combinées au modèle chinois. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.